exprimée depuis déjà de nombreuses années. L'idée selon laquelle la société occidentale serait prise dans une logique de déclin s'est exacerbée depuis les attentats qui ont frappé l'Europe. Le continent qui croyait être à l'abri des secousses mondiales a été réveillé par la barbarie djihadiste et l'impuissance de l'Europe face à ces individus radicalisés mis en lumière. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage qui paraissait hier chez Flammarion, vous intégrez cette menace dans une réflexion sur l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne de sa naissance à son déclin sous le titre Décadence. Vous dressez un constat. Les civilisations ont un début et une fin. Alors ce serait la fin de notre civilisation, Michel Onfray ? Eh oui, mauvaise nouvelle. Oui, j'ai l'impression. Il suffirait j'ai déjà dit beaucoup, mais enfin, d'une culture de carte postale. En fait, tout le monde a vu les pyramides en Égypte, a vu le Parthénon, a vu le Colisée. On voit que tout ça n'est pas en très grande forme archéologique ou architecturale. Et on sait donc que les civilisations sont mortelles. Mais on n'a pas l'impression que notre civilisation pourrait être mortelle. On sait que notre voisin est mortel, mais on a du mal à imaginer qu'on puisse l'être soi-même. Alors, un philosophe, un écrivain, un poète, Paul Valéry, elle avait dit: nous devrions savoir que nous sommes mortels. On écoute la voix de Valéry. Toute civilisation est chose mortelle. Le nombre de celles qui se sont développées sur le globe ne nous est pas connu, puisqu'il en est dont on découvre à peine aujourd'hui la vestige. Ces fossiles démontrent la fragilité des existences des sociétés organisées. Nous pouvons donc comparer les civilisations à des êtres qui naissent et meurent, qui sont assujettis à des conditions dont l'altération et la suppression furent jusqu'ici fatales. Nous pouvons aussi parler en quelque mesure de crise, de troubles, de maladies d'une civilisation, à la condition toutefois de ne pas abuser de ce qui n'est qu'une image, une manière de s'exprimer. La voix de Paul Valéry, c'était en 1956, Michel Onfray, et pour vous, l'une des dates charnières, c'est 1968. Expliquez-nous pourquoi. Ah non, pas exactement. C'est-à-dire que si on remonte véritablement, il y a une date charnière pour moi. C'est le moment où le Podge découvre le manuscrit de Lucrèce dans un... Oui, je voulais dire dans l'histoire contemporaine, puisque entre 1956 et aujourd'hui, poursuivez sur Lucrèce si vous le souhaitez. Pour le coup, l'histoire franchement contemporaine, non, je pense que c'est par exemple l'égorgement du père Hamel. Ça me paraît une date plus importante que mai 68. Mais je veux bien qu'on parle de mai 68, c'est pas pour n'en pas parler. Allez-y, parlez dans ce cas-là. Écoutez, on va remettre tout ça en perspective parce qu'effectivement, c'est un gros livre et encore, je l'ai fait petit, il fait 650 pages, mais je veux dire 20 siècles résumés comme ça exigeait ce volume-là, parce qu'effectivement, la raison sert à justifier la foi de la naissance de Jésus, qui pour moi est un personnage conceptuel. On va pas blesser les auditeurs catholiques à dès cette heure, mais jusqu'à la découverte du manuscrit de Lucrèce, la raison, ça sert à fortifier la foi. Et puis à un moment donné, où quand on découvre que la raison peut fonctionner autrement, c'est-à-dire à inquiéter au sens étymologique, à questionner la foi, on découvre que finalement un travail de sape commence à se faire. Et la sape, d'une certaine manière, c'est répandre de la poudre un peu partout dans l'église, quoi. Et il y a un moment donné où effectivement tout ça explose. Et mai 68 est l'un de ces moments où effectivement la déchristianisation avance à grands pas, comme pas 1789 mais 1793, la terreur, c'était aussi un grand moment de déchristianisation. Oui, parce que ce que vous expliquez sur mai 68, c'est que ce fut, je vous cite, une voie royale consumériste, que les événements donc ont constitué en quelque sorte le temps ultime de la déchristianisation de l'Europe. La rue a remplacé l'église, le tract se substitue au missel, et ce qu'il y a pour vous comme temps ultime dans mai 68, c'est en quelque sorte une étape finale vers la désagrégation de notre civilisation. Alors, je suis un défenseur de mai 68, entendons-nous bien, je fais pas partie des réactionnaires, je pense décadence et la décadence, le concept de décadence à gauche. Et c'est peut-être la première fois, parce que souvent ce sont des penseurs de droite, voire d'extrême droite, qui nous disent la décadence c'est aujourd'hui, mais le renouveau ou la renaissance c'est demain. Et c'est majeur de faire la distinction. Je ne pense pas qu'il y ait une renaissance possible, et je ne pense pas que en mettant machin, bidule ou un tel au pouvoir, on restaurera un ordre qui sera formidable et merveilleux, et qu'on reviendra à l'avant mai 68. Mai 68 a été une excellente chose. C'est un moment de négativité qui fait que les supérieurs ne parlent plus de la même manière aux inférieurs, les hommes aux femmes, les patrons aux ouvriers, les parents à leurs enfants, les profs à leurs élèves. Et je trouve que c'est très bien, parce que on a cassé le concept de pouvoir de droit divin d'une certaine manière. Donc en ce sens, c'était une bonne chose. Maintenant, j'ajoute que mai 68 n'a produit aucune valeur. C'est-à-dire que l'intérêt d'une civilisation, la force et la puissance d'une civilisation, c'est qu'elle propose des vertus et des valeurs. Et ça a été un grand moment de négation
donc dialectiquement c'était nécessaire, et au-delà de la négation, on ne voit pas ce qu'il y aurait eu de proposé. J'en appelle à Michel Houellebecq, qui est le fils de mai 68 d'une certaine manière, et qui explique qui il est et ce qu'il est devenu à partir de parents qui eux-mêmes étaient 68ards. Donc on a estimé que l'homme qui possède sa femme, qui d'une certaine manière la viole physiquement, même en use et en abuse, avec la crainte de la maternité, etc., tout ça c'est fini, et évidemment que c'est tant mieux. Mais est-ce que l'idée d'une sexualité généralisée, d'une partouze globale, d'une sexualité sans sentiment, sans émotion, sans affect, du consumérisme sexuel, je prends, je jette, j'en prends 2, j'en prends 3, etc., est-ce que c'était une meilleure chose? Pourquoi pas? Il faut essayer. On a essayé, on a vu que c'était pas une meilleure chose, c'était pas mieux, finalement, on se retrouve avec une espèce d'angoisse qui fait que le nihilisme est là, qu'on consomme des psychotropes, qu'on boit, qu'on se drogue, qu'on est dans des comportements addictifs, etc. Et on se dit, si mai 68 a accouché uniquement de ça, du consumérisme, d'une gauche qui pense à droite et qui défend des idées de droite, on se dit c'est un échec. C'est la raison pour laquelle, Michel Onfray, vous dites que vous avez une vision de gauche de la décadence, c'est ce que vous venez de développer. Du coup, vous distinguez des visions qui sont des visions traditionnellement réactionnaires du déclin, comme celle évidemment d'Oswald Spengler avant la Seconde Guerre mondiale, qui est restée très associée à cette idée de décadence de droite. Et néanmoins, quand on vous écoute et quand on vous lit, on se dit que finalement, vous ne partagez pas de vision progressiste de l'histoire. Oui, c'est ça l'intérêt du concept de décadence, c'est que vous avez fait un choix extraordinaire avec la voix de Paul Valéry, parce que c'est d'abord sa voix, et c'est quand même assez formidable de l'entendre, parce qu'on connaît peu sa voix, alors que on connaît sa prose, qui est une prose sublime, très poétique aussi, mais cette idée est essentielle, et elle est anti-marxiste. Parce qu'effectivement, le marxisme nous dit, il y a une vision progressiste de l'histoire, le marxisme, en gros, on pourrait presque dire un christianisme pour les pauvres. Nietzsche avait dit du christianisme, qu'il était un platonisme pour les pauvres, et là on découvre que tout ce qui fait le schéma chrétien, la parousie, c'est-à-dire la venue du prophète qui va réaliser l'humanité, le millénarisme, cette idée qu'un jour on abolit l'histoire, ou etc. Le péché originel, qui est la propriété, l'abolition du péché originel par la suppression etc. Enfin, tout ce schéma-là, ça devient le schéma de la Révolution française. Et on se dit, mais on voit bien effectivement que il y a une espèce de déplacement du schéma, mais que ça reste le même, et que la vision de l'histoire marxiste, c'est nous allons vers toujours plus de progrès. Et un jour, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire toute négativité va déboucher sur une positivité. C'est l'usage de Hegel, fameuse conception de la dialectique, et ce concept de Aufhebung, un truc central, c'est-à-dire que le conservation et dépassement. Je le dis en allemand, je ne fais pas le malin, je ne suis pas un germaniste, mais je veux dire, ce concept, on l'utilise parce qu'on ne peut pas le traduire autrement qu'avec la juxtaposition de ces deux mots, conserver et dépasser. Et ce moment de conservation-dépassement, il justifie le pire. C'est-à-dire quand on dit il y a le goulag, par exemple, eh bien on a justifié ça avec Hegel en expliquant que c'était un moment de négativité nécessaire pour aller vers plus de positivité. Ça veut dire que quand on décapite, c'est pour arrêter de décapiter. Quand on enferme, c'est pour libérer. Quand on fait couler le sang, c'est pour réaliser la paix. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment le bon schéma, ce schéma linéaire chrétien qui suppose qu'au bout de la flèche, il y a une espèce de paradis à réaliser? Moi, je ne crois pas. Ou est-ce que le bon schéma, c'est celui vitaliste d'un Valéry qui nous dit, eh ben non, c'est un organisme vivant, ça vit, ça naît, ça croît, ça meurt, ça se trouve remplacé, etc. On regarde l'histoire, on se dit, je ne suis pas bien sûr que Auschwitz fasse la démonstration que le progrès suppose des moments de négativité, parce qu'il y a des moments où effectivement on se sent pas dans le progrès. Et alors, du coup, quel est le regard que vous portez sur l'histoire du christianisme, donc une religion qui était à l'origine pour les esclaves, qui est devenue une religion des maîtres? Vous étudiez les différentes étapes à la fois théologiques et historiques de l'évolution de cette religion jusqu'à un certain nombre d'étapes récentes telles que Vatican II, et voyez finalement les différentes étapes et en quelque sorte les métamorphoses de cette religion, Michel Onfray. Oui, alors évidemment, j'ai choisi des moments, parce que avec 20 siècles de civilisation chrétienne, on a le choix. Mais il y a des moments qui sont majeurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des conciles qui se font sur la question de la représentation de Dieu. Est-ce qu'on a le droit de représenter Dieu? Ou est-ce que, quand on fabrique une icône, une image de Dieu, on ne retrouve pas le paganisme, c'est-à-dire on se met à genoux devant un objet, devant un fétiche, devant une chose, et pas devant Dieu. Et donc, il y a des conciles qui vont trancher. Parfois, les conciles, c'est 20, 30 personnes, et qui sont pas forcément toujours très cultivés. Il y a parfois des évêques incultes qui ont acheté leur charge et qui voient bien l'intérêt qu'il y a à être dans les
logiques épiscopales. Et puis, on finit par dire oui, on a le droit, non, on n'a pas le droit, oui, on a le droit. Puis à un moment, c'est tranché, on a le droit. Et c'est une civilisation qui se constitue, elle aurait pu ne pas se constituer. Parce que, à l'idée qu'on puisse figurer l'infigurable, puisque pour moi Jésus est un concept, les Juifs nous disent un jour le prophète viendra, et certains Juifs nous disent non, ce prophète n'est pas à venir, il est déjà venu, et il constitue un personnage en disant la preuve qu'il est venu, il était ceci, il était cela, il a fait ceci, il a fait cela, et tout ce qui a été dit et fait se trouve déjà dit dans l'Ancien Testament. L'annonce de la crucifixion, les paroles qui sont dites sur la croix, tout ça est raconté des siècles avant l'apparition de Jésus. Donc effectivement, c'est une figure conceptuelle qui est l'occasion d'une secte, c'est-à-dire d'une réunion, d'une poignée d'individus qui se réunissent dans les catacombes, et puis d'un seul coup, Constantin comprend bien qu'il y a un intérêt à cette religion. Ce que vous l'avez fort bien dit, c'est ce que dit Selz dans son discours contre les chrétiens, c'est une religion pour les esclaves. Une religion qui dit, vous êtes pauvres, vous êtes miséreux, eh bien, pas de problème, vous irez au paradis, et voilà. Ça devient une religion, et à partir du moment où l'art rend possible cette religion, on va figurer, au sens étymologique, on va donner figure à ce qui n'existe pas, et à partir de ce moment-là, on va fabriquer 20 siècles de civilisation. Mais alors, y aurait-il chez vous, depuis le traité d'athéologie, plus de sympathie, par exemple, à l'égard du christianisme ou à l'égard de cette religion ? Pas plus, pas moins, parce que vous savez, ils sont pas très contents, les catholiques, quand je dis que Jésus est une fiction, qu'il est un concept, que la religion s'est imposée par la force, que c'est pas Jésus qui a triomphé, mais Saint Paul, que c'est plutôt le glaive de Saint Paul, plutôt que parce qu'on dira, mais Saint Paul est représenté avec le glaive parce que il s'est fait décapiter et c'est l'instrument de son supplice. Je suis désolé, on ne représente pas d'autres saints avec les instruments de leur supplice. Les clés de Saint-Pierre, c'est une symbolique, ça ouvre les portes du paradis, et là, l'épée de Saint Paul, c'est ce qui permet de décapiter celui avec lequel on n'est pas d'accord. Dans ce contexte, Michel Onfray, que faites-vous de l'islam et de l'histoire de l'islam ? C'est inséparable de l'histoire de l'Occident, parce que dès que l'islam arrive, avec l'Hégire, on voit bien comment les choses se passent. C'est-à-dire, c'est fulgurant la conquête que peuvent mener les musulmans sur la totalité de l'Europe. Et donc, il y a une véritable opposition. C'est que pour les musulmans, il y a la terre d'islam, il y a la terre de combat, et puis il y a la dhimitude aussi, ce qu'on appelle la dhimitude, c'est-à-dire la possibilité pour ceux qui ne sont pas musulmans en terre musulmane de vivre, notamment pour les juifs, mais dans la mesure où ils acceptent un certain nombre de choses. D'abord, ils paient un impôt. Ensuite, ils n'ont pas tous les droits. Par exemple, ils n'ont pas le droit de monter des chevaux. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une relation, elle est dialectique, cette relation entre un Occident et l'islam. Et on voit bien comment c'est récurrent depuis le 7e siècle et qu'il y a effectivement la bataille de Lépante, il y a plein de moments dans l'histoire qui font que l'Europe se trouve impliquée dans cette dialectique-là. Et il me semble que nous retrouvons un nouvel épisode avec nos relations avec l'islam aujourd'hui. Justement, dans quelle mesure aujourd'hui vous qualifieriez à la fois la situation de l'Occident par rapport à l'islam et la situation présente du christianisme, Michel Onfray ? Alors, la situation de l'islam, il faut bien s'entendre parce qu'il y a au moins deux islams, c'est-à-dire il y a un islam de minorité agissante et puis un islam de majorité silencieuse. Et c'est pas exactement le même. Il y a parfois dans les majorités silencieuses des silences qui valent acquiescement aux agissements des minorités, mais c'est assez minoritaire d'une certaine manière, parce qu'il y a effectivement un tas de musulmans qui sont, un grand nombre, un tas, pas joli, le mot n'est pas très joli, mais un grand nombre de musulmans qui sont républicains, laïcs, féministes, qui vivent comme tout le monde sans se distinguer en estimant que leur religion est une affaire de foi privée, personnelle, et ça pose aucun problème. Et puis il y a des individus un mélange de délinquance, de mafia, d'idéologie, de religion, de gamins paumés, perdus, etc., qui utilisent ça comme une espèce de fer de lance. Donc on voit bien qu'effectivement notre rapport à l'islam n'est pas pacifié, justement parce qu'il est excité et énervé par une minorité agissante, extrêmement active et très opposée au concept d'Occident. Mais alors justement, quel rapport y a-t-il entre l'islam, si pour vous il y a un corpus qu'on peut appeler l'islam, Michel Onfray, et les phénomènes de terrorisme que nous avons hélas connus ces derniers temps? Mais il y a dans tous les textes sacrés, quels qu'ils soient, et mon hypothèse est qu'il n'y a pas de civilisation sans un texte sacré qui la rend possible, matière à trouver le meilleur et le pire.
C'est-à-dire que si vous prenez les textes du christianisme, eh bien vous avez matière même dans la seule vie de Jésus. Il y a dans le Mein Kampf d'Adolf Hitler des passages extrêmement élogieux de Jésus, du christianisme, parce qu'Hitler n'a jamais été néo-païen, Hitler n'a jamais été athée. Je rappelle que sur les ceinturons des soldats nazis, il y avait Gott mit uns, Dieu avec nous, et qu'il y a un déisme catholique chez Adolf Hitler, parce qu'il estime que le Jésus qui chasse les marchands du temple, c'est vraiment le vrai Jésus, le bon Jésus. Alors évidemment, il chasse les marchands du temple juifs, il le fait avec violence, il utilise une corde qu'il transforme en fouet, et on voit bien que c'est pas exactement le même Jésus que celui qui nous dit qu'on doit pardonner les péchés, etc. Donc il y a aussi dans le corpus islamique, et j'appelle corpus islamique le Coran, les hadiths du prophète et les biographies du prophète, matière à justifier exactement la même chose, c'est-à-dire le pire ou le meilleur. Pas de contrainte en matière de religion, dit le Coran, avec un seul verset comme celui-ci, on a l'islam de paix, de tolérance et d'amour. Avec 1000 autres versets, on a des invitations à décapiter, à massacrer, à la misogynie, à la phallocratie, à l'antisémitisme, etc. Et le prélèvement qu'on fera de tel ou tel verset nous donnera 2 types d'islam. Et puis, Michel Onfray, vous datez précisément la fin de la civilisation occidentale. Elle coïnciderait, selon vous, avec la fatwa contre Salman Rushdie. Pourquoi cette date est-elle si importante, selon vous? C'est une question de visibilité. C'est pas tant la fin en disant, voilà, il y a un moment donné où on sait qu'on a un cancer parce que le médecin vous le dit, mais il ne sait pas éventuellement quand est-ce qu'il a démarré, est-ce qu'il l'a déclenché et comment les choses se sont passées, mais on constate une pathologie. Il y a un moment donné où on se dit effectivement, un romancier qui fait son travail de romancier, aurait-il été philosophe ou historien et qu'il aurait fait un travail de philosophe et d'historien, ça aurait été exactement la même chose. Mais j'estime qu'on peut accorder une plus grande liberté au romancier. Le romancier a le droit à tout puisqu'il est dans la fiction et la fiction permet tout. Qu'un romancier faisant un roman puisse se faire condamner à mort pour avoir écrit un roman et que sur la planète entière on ait pu le persécuter et qu'on n'ait rien fait. L'Occident n'a rien fait, rien dit. On n'a pas rappelé un ambassadeur, aucun chef d'État n'a dit il n'est pas acceptable que, etc. Et Bernard-Henri Lévy a fait un travail extrêmement intéressant à cette époque-là. Il faut saluer ce qu'il a fait à ce moment-là. Et je trouve effectivement qu'on a vu que finalement c'était perdu pour l'Occident qui n'était pas capable de défendre les siens. Michel Onfray, Décadence, c'est le livre que vous publiez chez Flammarion. On se retrouve à 8h20 pour continuer ce dialogue. Et puis, mea culpa, j'ai parlé de Paul Valéry, un enregistrement de 1956, un enregistrement post-mortem, puisque Paul Valéry nous a quittés en 1945. Michel Onfray, vous êtes notre invité ce matin. Votre attitude et vos opinions au sujet de cette primaire de la gauche, qu'évoque-t-elle pour vous? Est-ce que vous allez voter? Non, je ne vote plus. J'ai quitté Argentan, je suis à Caen maintenant, je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales. Ça sert plus à rien, je veux dire, quand on est minoritaire, de toute façon, ça sert à rien, et puis après, quand on est majoritaire, ça sert à rien aussi. Moi, j'avais voté non au traité européen, et puis on s'est aperçu que, comme beaucoup de gens, comme une majorité de Français, quelques temps plus tard, que la gauche socialiste, et puis que la droite dite républicaine, nous avait dit, vous n'avez pas voulu, vous l'aurez quand même, et on mobilise le Congrès, et puis on fait comme si vous n'aviez pas voté, ou comme si vous aviez voté pour. Donc il y a un moment donné où, quand il y a rupture du contrat social de la part des élus, il n'y a pas de raison que nous, on honore un contrat social de la part des électeurs, ça me paraît... N'y a-t-il pas au moins un candidat qui pourrait rallier, sinon vos suffrages, puisqu'on a compris que vous vous absteniez, vous avez d'ailleurs fait une préface, un ouvrage incitant à l'abstention, donc au-delà de cela, est-ce qu'il y a au moins un candidat qui pourrait en quelque sorte incarner le moindre mal pour vous ? Vous allez me faire choisir quelqu'un dont on va dire ensuite que je le soutiens. Par exemple, je vais pas le faire sous la contrainte. Non, moi je peux clairement dire que j'ai pas changé, je suis toujours de gauche antilibérale. Donc voilà, je suis d'une gauche, d'un socialisme libertaire qui n'a pas de représentant. Je suis pas un socialiste. Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce serait Jean-Luc Mélenchon si vraiment il fallait choisir quelqu'un. J'ai des problèmes avec lui sur des questions de référence. Ce sont des vieilles choses. Je ne vois pas pourquoi on a besoin, quand on veut défendre le peuple, et il le fait très bien et joliment, superbement, pourquoi on aurait besoin de défendre Robespierre, pourquoi on aurait besoin de défendre Castro, pourquoi on aurait besoin de défendre Ahmadinejad qui voulait rayer Israël de la carte. Enfin, ce sont des choses que je ne comprends pas. C'est le vieux logiciel marxiste, jacobin, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il changerait ce logiciel-là. Moi, je le trouve parfait. Son programme économique, son programme politique me convient absolument, mais il est jacobin et moi, je suis girondin. Depuis tout à l'heure, vous répétez que votre pensée est une pensée de gauche, que vous avez une conception de la décadence. C'est le titre de votre dernier livre, Michel Onfray, qui est marqué effectivement par un repère de gauche, et cependant on vous soupçonne, on vous attaque pour certains en disant que vous êtes victime d'une dérive droitiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Michel Onfray ?
Bon, a priori, je réponds rien parce que ce sont vraiment des gens qui sont dans des cases et qui estiment qu'il faut rentrer dans des cases et que si on rentre pas dans la case Manuel Valls, François Hollande, Mélenchon, Poutou, Artaud, eh bien, c'est qu'on n'est pas de gauche. Je veux bien. Si ces gens-là pensent ça, ils ont raison. Je ne suis pas de ces gauches-là. Mais est-ce que quand on n'est pas de ces gauches-là, on n'a pas le droit d'être de gauche ailleurs? C'est le propre même de la gauche d'être ailleurs. Qui plus est, de cette gauche libertaire que j'essaie d'incarner un peu tout seul. Parce qu'on me dit, ah oui, mais il y a les anarchistes etc. Mais il y a une doctrine à chaque abonné au monde libertaire et à chaque auteur du monde libertaire, c'est une doctrine différente également. Par ailleurs, je suis de ceux qui pensent un peu, c'est Camus qui m'a déniaisé. Camus dit à un moment donné, si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. J'ai lu ça. Relu, parce que j'avais lu, et puis quand j'ai fait mon livre sur la gauche libertaire de Camus, je me suis dit, s'il a raison, alors il faut être à la hauteur. Et ça m'a fait dire que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît, une idée fausse de Bernard-Henri Lévy. Souvent on dit vous n'avez dit que ça, à quoi j'ai ajouté, voire une idée juste de Bernard-Henri Lévy, une idée fausse d'Alain de Benoît. C'est-à-dire que si on pense comme ça, à mon avis on est de gauche parce qu'on est dans une logique de tolérance. Ça veut dire que quand on est de gauche, on est capable de dire que la droite dit parfois des choses justes. Si quand on dit que la droite dit des choses justes, on est devenu un homme de droite et qu'on est dans une dérive droitière, bon voilà, je suis athée, je reste athée, mais je suis capable de dire que je préfère, je l'ai dit d'ailleurs récemment, Jean Solaire a fait un texte dans Le Point en disant que les athées étaient plus intelligents que les croyants. J'ai fait un texte en disant je peux pas accepter ça. L'athée que je suis ne peut pas accepter ça. Il y a des crétins chez les athées, puis des gens intelligents chez les croyants. Donc l'athée que je suis dit non, je préfère une idée juste de Monseigneur 23 par exemple, à une idée fausse de Jean Solaire, et puis l'inverse évidemment. Vous annoncez la décadence de la civilisation chrétienne. On écoute un candidat qui se réclame du christianisme. Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. La voix de François Fillon, Michel Onfray, qu'en pensez-vous ? Il y a au moins un mensonge, il n'est pas gaulliste, je sais pas d'où il sort ça. C'est une espèce de truc qu'il agite comme ça, mais je l'ai entendu récemment faire savoir que un journaliste lui disait que en Angleterre, les jeunes avaient voté pour le maintien dans le cadre de l'Europe maastrichtienne, alors que les vieux avaient voté contre. Enfin, le truc habituel, hein. Si on est pour l'Europe, on est pour l'Europe libérale, et on est à ce moment-là jeune, intelligent, riche, citadin, diplômé, etc. Et si on vote contre, comme moi, on est vieux, con, provincial, débile, sous-diplômé, etc. Et le gaulliste, entre guillemets, François Fillon avait dit que dans ces cas-là, il aurait fallu donner 2 voix aux jeunes en Angleterre. On ne peut pas mieux dire qu'effectivement on défend l'Europe maastrichtienne qui, elle, est basée sur le renoncement à la souveraineté nationale, c'est-à-dire la possibilité de faire de la politique. Donc il n'est pas gaulliste du tout. Sur son catholicisme, bien je dirais qu'on peut être catholique de manière différente, c'est-à-dire on peut être à la manière de Jésus, l'amour du prochain, etc. Donc la guitare, la flûte et Vatican II, je dirais. Et puis on peut l'être aussi... Un amour qui a également des manifestations violentes. Je parle du message de Jésus, vous le rappelez dans votre livre, Michel Onfray, ça n'est pas que de l'amour, c'est aussi... Absolument, j'allais y arriver en disant que vous avez aussi un autre Jésus qui est celui des marchands du temple, on a parlé tout à l'heure, qui est celui de Marion Maréchal Le Pen, ou de Présent, de Rivarol, de National Hebdo, enfin un catholicisme d'extrême droite qui pour le coup montre que finalement il y a 2 bouts dans le catholicisme, et qu'il y a un catholicisme social de gauche, les cathos de gauche, et puis de l'autre côté, à l'autre extrémité, un catholicisme d'extrême droite. Alors quel est son catholicisme? Mais de toute façon c'est pas une garantie de dire je ne saurais mentir puisque finalement je suis gaulliste et catholique. Non, ça suffit pas. Mais finalement, lorsque vous dites que notre civilisation est arrivée à un point de fatigue qui serait un point en quelque sorte de fatigue sans retour, vous dites finalement il n'y a plus de sacré, on va quand même pas faire la guerre pour l'iPhone. Or, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre d'idées chrétiennes qui se sont métabolisées dans la sphère laïque. Par exemple, les droits de l'homme. Ces droits de l'homme, ils constituent une forme de sacré pour aujourd'hui une grande partie de l'humanité, et il règne en quelque sorte sans partage sur une bonne partie du globe. Est-ce que vous ne pensez pas, Michel Onfray, que c'est au contraire le signe en quelque sorte du triomphe de cette civilisation que vous annoncez comme épuisée? Et moi je prends au mot les gens qui veulent absolument défendre les droits de l'homme. Et on reprend le texte et on va voir ensemble. Mais par exemple, il me semble que vivre avec un SMIC, c'est pas digne de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Que vivre au chômage, vivre dans la misère, vivre dans la pauvreté, c'est pas digne de la Déclaration des droits de l'homme. Que pour une femme se faire frapper par son mari et que 3 femmes meurent, enfin qu'une femme meurt tous les 3 jours, ou que toutes les semaines il y ait 1 ou 2 agriculteurs qui se pendent parce que ils peuvent pas faire leur boulot, ça c'est pas digne des droits de l'homme. Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faut arrêter l'espèce de religion des droits de l'homme qui estime que ça concerne les peuples sur la planète.
religion au nom de laquelle d'ailleurs on va buter tout le monde, y compris des populations civiles. Alors moi je suis pour qu'on prenne les droits de l'homme à la lettre en disant mais alors il y a plein de choses qui sont inacceptables. La misère, la pauvreté, le chômage, la dignité qu'on ne donne pas au peuple, aux petits, aux sans-grades, etc. Et là, à ce moment-là, si vraiment on prend la déclaration des droits de l'homme au pied de la lettre, on aura une vraie politique de gauche. Mais alors, votre critique formaliste des droits de l'homme, vous dites finalement, comme certains marxistes jadis, que tout cela, c'était des libertés bourgeoises, puisqu'elles n'étaient pas réellement en prise avec la réalité. Est-ce que finalement, ça n'est pas aussi une position jusqu'au boutiste, puisque finalement, par exemple, lorsqu'il s'agit de vivre dans la dignité, on a créé une loi pour disposer donc d'un logement, le droit opposable au logement. Bref, progressivement, peut-être aussi avec le revenu universel, on peut arriver à une concrétude, en quelque sorte, dans ces droits de l'homme. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenter de reconnaître leur importance et à l'intérieur de cela, de travailler plutôt que d'envoyer valser l'ensemble, Michel Onfray ? Non, moi je suis absolument partant pour réfléchir sur la question du revenu universel. Je suis contre le revenu universel. Moi, je Pourquoi ? pense que parce qu'il est très inégalitaire, contrairement à ce qu'on raconte. Je pense que quand vous voyez Bernard Arnault, on en parlait tout à l'heure, je vois pas pourquoi Bernard Arnault aurait autant qu'un smicard. Ça n'a pas de sens. Moi, je préfère que Bernard Arnault n'ait rien du tout et que le smicard ait au moins 2 fois de la part de Bernard Arnault. Et puis que sur l'ensemble de la population française, un certain nombre d'individus qui gagnent bien leur vie, je veux dire, les médecins, les notaires et moi-même, enfin qui l'on voudra, mais des gens qui n'ont pas de problème d'argent, n'aient pas ce revenu et que des gens qui en ont vraiment besoin en aient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois l'équivalent. Je suis pour qu'on donne, à chaque fois que j'apprends qu'on n'augmente pas le SMIC, j'ai honte. J'ai honte. Comment est-ce qu'on peut parler de gauche? Comment est-ce qu'on peut parler de droits de l'homme quand on nous dit qu'il n'y a pas un centime pour augmenter le SMIC, alors qu'il y a de l'argent pour aller bombarder les populations un peu partout sur la planète. Si on met de côté l'économie un instant, puisque vous-même considérez que la politique devrait primer sur l'économie, et que l'on retient uniquement le versant, en quelque sorte, de la liberté pour les droits de l'homme, est-ce que vous ne considérez pas, Michel Onfray, que ceci, là aussi, il règne sur la terre tout entière? Tout à l'heure, nous écoutions les informations d'Amélie Perrier, on écoutait des nouvelles de la Birmanie. Eh bien, aujourd'hui, la situation des Rohingyas est fustigée à l'échelle internationale, et dans ce pays, qui est pourtant très éloigné de la culture occidentale, Aung San Suu Kyi est obligé de réagir à cet égard. Est-ce que là aussi, c'est pas une victoire de l'Occident ? Ça dépend de ce qu'on appelle la liberté. Moi, je pense que quand on est smicard aujourd'hui en France, on n'est pas libre. Mais oubliez un instant l'économie. Mais je ne veux pas qu'on oublie. Là, je vais vous poser une question sur la Birmanie. Mais justement, je pense que on peut répondre sur la Birmanie, mais aussi ne pas oublier que il se passe des choses à nos portes. Je veux bien qu'on parle de la Birmanie. Parlons aussi de la Corée, parlons de Cuba, parlons de la totalité de la planète où effectivement rien ne va véritablement. Mais je pense que la liberté, elle est parfois aussi formelle. Quand on a la liberté d'acheter un journal, mais que ce journal est subventionné et que globalement il défend les mêmes idées, est-ce qu'on est vraiment très libre? On est très exactement dans la configuration d'un pays où il n'y a qu'un seul journal et qui est finalement le journal officiel et présidentiel. Moi je suis allé en Union soviétique à l'époque soviétique et bien effectivement il y avait une constitution qui était extrêmement libre, l'une des constitutions les plus libres du monde, et puis en même temps vous disiez vous avez du boulot, le plein emploi, vous avez des études, elles sont gratuites pour vos enfants, vous avez la santé, la médecine, tout ça est gratuit, etc. Les choses ne sont pas forcément aussi simples, les libertés formelles ne sont pas forcément accompagnées de libertés réelles et vice-versa. Vous avez également considéré qu'il y avait un événement important, une date importante dans l'histoire de la décadence de l'Occident, dans le regard que vous portez sur ce que vous considérez comme étant la décadence, c'est la fatwa à l'égard de Salman Rushdie, et vous considérez que l'inaction du grand nombre, de quasiment tout le monde, est en quelque sorte le signe de notre capitulation. Depuis, et nous avons réagi, il y a eu une intervention pour tenter de déloger les terroristes, pour tenter de déloger l'État islamique, et vous avez vous-même considéré, Michel Onfray, que cette intervention était, comment dirais-je, critiquable, qu'elle était en quelque sorte responsable des attaques dont nous sommes victimes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réagir ou est-ce qu'il faut demeurer inactif selon vous? Mais là encore, il faut être de la longue durée. On est vraiment dans la durée de l'instant imposée par les chaînes en information continue qui suppose qu'il y a un jet continu qui finalement est tellement obsessionnel qu'on a l'impression qu'il est immobile. Vous voyez quelque chose couler, mais ça coule tellement qu'on ne voit pas que ça coule et on ne sait plus remettre les choses dans une configuration historique, expliquer dans des logiques de causalité. Manuel Valls l'avait dit lui-même, dès qu'on commence à chercher à comprendre, on fait un travail de justification et finalement c'est pas bien. Il faut pas essayer de comprendre. C'est terrible que quelqu'un qui veuille être président de la République nous dise
disent ne faites pas de travail d'historien. Moi, en tant que philosophe nietzschéen, j'essaie d'être généalogiste, de dire d'où est-ce que ça vient. Alors évidemment, on peut dire il y a du terrorisme, ils sont méchants et nous on est gentils. On leur a rien fait, ils nous attaquent, c'est pas bien. Alors il y a ceux qui nous disent ils nous attaquent, mais ils ont raison parce qu'on est méchants avec eux. Je suis pas de ceux-là, hein, entendons-nous bien. Puis ceux qui nous disent ils nous attaquent, mais c'est normal, c'est l'islam il est méchant intrinsèquement. Je dis pas ça non plus. J'essaie d'être un petit peu plus subtil en disant si effectivement on en arrive à ce genre de choses, c'est que peut-être il faut mettre ça en perspective avec des choses un peu plus anciennes. Et je donne des dates habituellement, hein, je dis à 83, le fait que la gauche renonce à être de gauche et nous fasse de Bernard Tapie une espèce de héros national, avec Libération, avec Serge July, avec Geoffrin, qui nous disent vive la crise, ce que disait Raymond Barre quelque temps plus tôt. Les chômeurs, vous n'avez qu'à créer votre entreprise et vous ne serez plus chômeurs. Donc d'un seul coup, la droite et la gauche, ça devient la même chose. Mais il faut bien qu'on nous dise que c'est pas pareil. Donc effectivement, on nous dit Marine Le Pen est vraiment l'ennemi, etc. Et puis pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de la renonciation de la gauche à être de gauche. Donc la gauche cesse d'être de gauche en devenant libérale en 83, et la gauche cesse d'être pacifiste avec Jaurès en 91, quand Mitterrand s'en va derrière George Bush faire toutes ces guerres qui font qu'un jour on s'est fâché avec tellement de pays qu'on a des individus qui sont en phase avec une population musulmane de la planète qui a été exterminée. Il y a quand même eu 4 millions de morts musulmans sur la planète depuis 1991 avec une politique décidée par George Bush en son temps, et nous avons suivi ces politiques-là. Quel lien entre ces politiques et des individus comme les frères Kouachi, comme Amédi Koulibaly, qui sont aussi français que vous et moi, Bien Michel sûr. Onfray, et qui ont perpétré les attentats que l'on sait? Quel lien entre ces individus et finalement des conséquences de nos politiques, de celles qu'on aurait pu exercer, Ils sont effectivement français, mais ils sont aussi musulmans d'une certaine manière, en estimant qu'ils font partie de l'oumma de la communauté, et qu'un musulman... Mais ça, c'est leur subjectivité. Je veux dire, Non, j'imagine pas- qu'ils se racontaient effectivement un certain nombre d'histoires qui justifiaient leurs actes à leurs propres yeux, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que finalement, dans certains moments de l'histoire, vous le savez évidemment, il y a des gens qui effectivement sont mus par le mal. Alors on peut considérer qu'il y a une banalité du mal ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas considérer qu'il y a des gestes qui ne sont pas des conséquences ou des réponses à d'autres actes. Écoutez, moi, quand j'ai commencé la philo assez tôt, en achetant un peu par hasard des bouquins sur le marché comme ça, il y avait des phrases de Socrate qui me secouaient véritablement. Et cette phrase de Socrate qui nous dit « Nul n'est méchant volontairement ». Nul n'est méchant volontairement. Je découvre ça et je me suis dit, mais bien sûr que si. Parce que j'étais formaté au christianisme qui nous dit on a le libre arbitre, on choisit le bien ou on choisit le mal. Si on choisit le bien, on a la Légion d'honneur. Si on choisit le mal, on a la prison. Et puis après, je comprends qu'effectivement, on est choisi par beaucoup de choses. Et on est choisi par un milieu, une époque, une éducation, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on se dit, effectivement, ceux qui choisissent le mal, hein, comme terroristes, par exemple, ne sont pas forcément des gens qui un jour ont dit, tiens, je vais choisir le mal parce que j'avais le choix entre le bien et le mal, etc. Mais il y a une série de causalités, un petit peu comme les dominos, vous en faites tomber 1, 2, 3, 4, 5, puis vous ne comprenez pas, au bout du 350e domino, pourquoi ça se met à tomber, alors que finalement, quelqu'un un jour aura donné l'impulsion qui aura généré cette dynamique funeste. Michel Onfray, Décadence, le livre que vous publiez chez Flammarion.